Donc, on va ouvrir cette saison 2022 des challenges. Alors, je voudrais juste commencer par à nouveau remercier l'équipe de l'année dernière et notamment Rudy Moral qui est là et Tanguy Marchand qui étaient les organisateurs. Et ça a été un beau succès puisque maintenant, il y a plus de 9000 inscrits sur le site. Et donc, cette année, il y a 12 pour l'instant challenge qui vont peut-être augmenter à 14. Cette année, on est à nouveau soutenu par CFM, que j'aimerais remercier ici, ainsi que Prairie et la Fondation des sciences mathématiques de Paris. Et ces 12 challenges ont été notamment organisés par Simon Coste et Marine Néré qui sont ici. Donc, si vous voulez bien venir pour faire la présentation. Donc, on va vous présenter 6 challenges aujourd'hui et on terminera justement par CFM. Et je vais passer la parole à Simon pour dire quelques mots. Bonjour. Alors, nous, on voudrait juste remercier toute l'équipe. Donc, l'organisation d'une saison comme ça, c'est principalement un gros travail de coordination. En premier lieu, on n'aurait vraiment rien pu faire sans toutes les équipes de recherche dans les entreprises et les organismes publics qui nous ont fourni leurs données. Donc, ils sont là et vous allez les voir ensuite. Ce sont des gens passionnés qui connaissent bien leur métier. C'est un autre point de vue que celui de la recherche. Et donc, vraiment, merci à eux. Ils ont fait vraiment un bon boulot. Les challenges de cette année sont vraiment intéressants. Deuxième chose, on bêta-teste pas mal tous ces challenges pour qu'ils fonctionnent à peu près correctement. Donc, on s'appuie sur toute une équipe de bêta-testeurs qui sont 8. Alors, cette année, il y a eu plusieurs bêta-testeurs de l'Institut Louis Bachelier, donc Marine Néré, qui est juste là, ainsi que Émeric Basset, Anthony Galtier, Racine Bendiassine et Laurent Nixon. Et côté ENS, dans l'équipe de Stéphane, on a Rudy Morel, Florentin Gutt, Gaspard Rochette et John Zarka, qui nous ont vraiment bien aidés à tout bêta-tester. Et enfin, et moi-même. Et last but not least, le service technique de l'ENS qui gère nos serveurs nous a bien aidés, en particulier Jacques Becbédé. Je propose de les remercier, y compris Simon et Marine, parce que... C'est bon ? Alors, on va commencer les présentations. En fait, c'est moi qui vais présenter le premier challenge. Alors, c'est moi qui vais présenter le premier challenge qui a été proposé par l'INRIA de Rennes. La personne qui a conçu ce challenge, c'est Louis Thierry, un ancien étudiant de Stéphane, mais malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, le challenge a été conçu à l'INRIA de Rennes par Louis Thierry et Paul Platzer, qui est à Ifremer, au laboratoire Ifremer à Brest. C'est un challenge d'océanographie et de météorologie. Et l'objectif, c'est de prédire ce qu'on appelle la surcote de marée dans 2 villes du littoral ouest européen. Alors, on va voir ce que c'est la surcote de marée, pourquoi c'est important à prédire, et ensuite, je donnerai les détails du challenge. Alors, donc, la surcote de marée, en anglais, ça s'appelle Sea Surge. C'est un mot qui revient souvent dans la description du challenge, si vous regardez le site. C'est la différence entre le niveau de l'océan et le niveau prédit par la marée. Donc, vous savez bien que le niveau de l'océan varie. Là, sur la photo, je crois que c'est la route qui relie le continent à la presqu'île de Noirmoutier. Alors, ces variations, elles sont de 2 types. Les variations de hauteur du niveau de la mer, elles proviennent de 2 phénomènes. D'abord, il y a la marée proprement dite, qui est un phénomène vraiment astronomique. En gros, toute la marée vient des attractions gravitationnelles entre les corps célestes, entre la Terre et la Lune principalement. Donc, en modifiant la surface et la hauteur de la planète, l'océan se retire, le niveau de l'océan augmente ou diminue. Ça, c'est un effet classique qui est parfaitement connu. Les modèles scientifiques permettent vraiment bien de comprendre ça. Et donc, on est vraiment très fort à la prédiction de la marée proprement dite. Seulement, en pratique, il y a toujours une différence. C'est-à-dire que la marée qu'on observe d'abord à Bayonne ou à Brest ou à Lille, elle n'est jamais exactement, elle est toujours un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous de la valeur prédite par les modèles classiques. Et c'est ça qu'on appelle la surcote de marée. Donc ce sont des variations de l'ordre de dizaines de centimètres, 10, 20, 30 centimètres. Ça peut être négatif aussi.
Et ce sont des variations qui sont dues exclusivement, ou presque exclusivement, à des phénomènes météorologiques et pas du tout astronomiques. Donc, typiquement, c'est le vent. Donc, tout le vent, les ouragans et les tempêtes amènent des grandes masses d'eau près du littoral ou en retirent. Et donc ça fait augmenter ou diminuer le niveau par rapport à la marée de une dizaine de centimètres, 30 centimètres. La pression atmosphérique, ça joue également. L'enjeu de la prédiction des surcotes, c'est que quand on prédit mal, il y a des catastrophes. Donc, on se souvient peut-être de la tempête Xynthia qui avait ravagé les côtes charentaises et vendéennes il y a une dizaine d'années. Bon, il y avait eu des dégâts assez gigantesques, humains et matériels. Et ça, c'était dû à une surcote de 1,50 m. 150 cm en plus, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les experts ne l'avaient pas prédit, ils avaient été assez étonnés de voir ce genre de phénomène. Et en fait, les digues qui étaient construites pour endiguer les marées hautes, elles n'avaient pas été calibrées pour ce genre de surcote, d'où la catastrophe. Donc en fait, il y a deux enjeux. Quand on veut prédire les surcotes, d'abord, il y a un enjeu court-termiste, qui est qu'on se prépare mieux à ce genre de catastrophe, on arrive mieux à prédire quand est-ce qu'il faudra mettre des moyens, etc. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est plus subtil, qui est un enjeu de long terme, et qui est lié au dérèglement climatique. Donc, avec le dérèglement climatique, il y a certains phénomènes météorologiques extrêmes qui sont voués à se répéter de plus en plus souvent et avec des amplitudes de plus en plus fortes. Ce qui fait que en fait, les surcotes de marée commencent à fonctionner de façon différente d'il y a 2 siècles. Il faut s'attendre à ce que ces surcotes soient de plus en plus erratiques, peut-être de plus en plus grandes, et que les surcotes extrêmes, comme celle de la tempête Xynthia, arrivent plus fréquemment. Donc il y a aussi vraiment un enjeu de long terme derrière ça. Voilà, alors maintenant, je vais décrire exactement le challenge. Alors, les données en entrée, ce sont des données tridimensionnelles. Donc, ce que vous observez, ce sont des champs de pression sur une gigantesque fenêtre d'observation qui couvre à peu près toute l'Europe occidentale et une partie de l'océan. Donc, tridimensionnel parce qu'il y a une latitude, une longitude et le temps. Donc, en fait, on va observer ces champs de pression qui sont mesurés en hectopascal. On les observe 2 fois par jour sur des fenêtres de 5 jours. Donc, on les observe à la marée haute. Et donc, ça fait une dizaine d'observations pour chaque fenêtre de 5 jours. Et en parallèle, on a également la surcote de marée toutes les 3 heures durant cette même fenêtre de 5 jours. Donc ça, ce sont les données d'entrée. Et ce que vous devez prédire, ce sont les surcotes durant les 5 jours suivants. Donc, on ne doit pas prédire les champs de pression, on doit uniquement prédire les surcotes à partir des surcotes et des champs de pression. Okay. Et on doit prédire les surcotes sur 5 jours dans les 2 villes côtières. Alors on ne dit pas quelles sont les villes, parce que sinon ce serait trop simple, mais donc ça fait une vingtaine de nombres à prédire. Comment on mesure l'erreur? C'est une norme L2 complètement classique. Il y a quand même une subtilité, c'est que prédire ce qui se passera dans 5 jours, c'est plus dur que prédire ce qui se passera aujourd'hui. Donc, Louis a mis des poids qui sont décroissants. Donc, sinon, c'est une norme L2 pondérée. Quelques remarques sur les données. Alors, c'est vraiment un très beau dataset. Hein. C'est vraiment un dataset qui a 70 ans d'âge, qui présente des données météorologiques et climatiques qui datent des années 50. Il y a à peu près 5000 fenêtres de 5 jours en entrée et vous serez testé sur 500 observations qui sont bien réparties sur les 70 années. Les données sont au format NPZ, qui est un format natif de la librairie NumPy. Il y a un tutoriel dans le challenge. Et Louis propose comme benchmark une simple utilisation de l'algorithme des cas plus proches voisins. Là, c'est quelque chose d'assez classique en météo, c'est-à-dire si vous voulez prédire le temps qu'il fera demain, une chose intelligente, c'est de regarder le temps aujourd'hui, de regarder dans le passé les moments où il y a eu à peu près le même temps qu'aujourd'hui et de s'aider de ça pour prédire. Donc, avec cet algorithme simple, qui est dans un Jupyter Notebook, il obtient un score de 0,77. Bon, en jouant un tout petit peu avec les hyperparamètres, on arrive assez facilement à 0,5. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à 0,2, 0,1 ? Et quelques remarques pour conclure. Donc, c'est un challenge qui est vraiment climatique. Alors, en pratique, quand on veut prédire les surcotes, on n'utilise pas que les champs de pression, on utilise le vent, on utilise tout un tas de choses. Mais là, votre objectif, ça va aussi être d'inférer, par exemple, le vent à partir des champs de pression. Une différence de pression à 2 endroits, ça induit un déplacement d'air, donc du vent.
Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement prédire, en fait, et qui n'est pas si difficile. La deuxième chose, c'est que comparer des champs de pression, c'est pas forcément si évident. Les comparer terme à terme, donc les champs de pression sont représentés comme des matrices, les comparer entrée par entrée, c'est peut-être pas forcément la chose la plus intelligente. Peut-être que c'est mieux d'utiliser des métriques un peu plus subtiles, des métriques de transport, des métriques de Sobolev, voire même d'apprendre les bonnes métriques convolutionnelles avec des CNN. Enfin, et ça c'est un petit peu plus pour les étudiants du MVA, Louis insiste sur l'interprétation physique. Je pense que ce sera pareil pour à peu près tous les challenges. C'est bien d'avoir une black box qui marche, mais c'est mieux d'avoir une black box qui marche et qu'on comprend. Et donc si vous pouvez avoir des vraies intuitions sur toute cette physique atmosphérique pour mieux comprendre le challenge, ce sera bien. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, si vous voyez des choses en particulier à cette tendance de long terme, liée à cette tendance de long terme du dérèglement climatique, n'hésitez pas à contacter les auteurs, à contacter Louis et Paul. Ça pourra donner lieu à des stages, des collaborations ou des publications. Voilà, est-ce qu'il y a quelques questions ? Merci. Ah, oui. Il y a une question. Alors, la question était, est-ce qu'il faut essayer de prédire le champ des vents à partir du champ de pression ? La réponse est non, il ne faut pas, mais ça peut être une bonne idée. Merci. Donc la présentation suivante sera un challenge qui a été proposé par Simulation Plus. Et donc, je crois que c'est Maxime Duval. Non qui... Ah oui, non, pardon. C'est Amérique, excuse-moi. Donc, qui fera la présentation. Donc, je te laisse. Bonjour. Donc, je vais vous présenter le challenge de Simulation Plus. Donc, malheureusement, je ne suis pas de Simulation Plus, je suis le bêta-testeur de Simulation Plus. Ils n'ont pas pu être là aujourd'hui puisque Simulation Plus est une entreprise américaine, de Californie exactement. Donc, le trajet en avion était un peu trop long, malheureusement. Donc, je vais vous présenter ce challenge qui a été réalisé. Donc, j'ai travaillé avec Robert Frasiewicz, qui est docteur en médecine de l'Université de Texas, qui a travaillé sur une thèse en modélisation macrobiologique. Et on va s'intéresser aujourd'hui à apprendre les propriétés biologiques de molécules à partir de leur structure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement pour un peu de contexte, Simulation Plus, c'est une entreprise qui a 20 ans, fondée en 1996, avec une centaine d'employés. Et principalement, ce qu'ils font se résume par cette phrase qu'il y a sur leur site, qui est « trouver le bon médicament avec la bonne dose pour le bon patient ». Donc on va s'intéresser à tout ce qui est pharmacologie. Donc la pharmacologie, c'est apprendre, comprendre l'impact de substances chimiques sur des organismes vivants. En fait, ce que fait Simulation Plus, c'est à l'intersection entre trois domaines qui sont la pharmacocinétique, la toxicologie et le design pharmaceutique. Donc, qui s'intéressent respectivement à comprendre les effets, on va dire, voulus des substances chimiques, donc la pharmacocinétique, les effets indésirables, non voulus, la toxicologie, et enfin, réaliser et synthétiser des médicaments ou des substances actives. Donc, comme vous l'avez vu, on est à l'intersection de ces trois domaines, et ces trois domaines, en fait, cette intersection est regroupée sous l'acronyme qui... Il est pas cool. Ça marche ? Oui. Qui, donc, ADMET, qui veut dire... En fait, c'est un acronyme qui veut dire absorption, distribution, métabolisme, élimination et toxicité.
Donc pour comprendre exactement ce dont on parle, l'absorption, ça va être tout ce qui est le trajet dans les intestins, donc comment vit la substance active dans notre corps. Ensuite, la distribution, ça va être comment est-ce qu'il arrive aux cellules vivantes qui sont visées. Le métabolisme, ça va être comment il passe dans le sang, donc notamment au niveau du foie et de la paroi de l'intestin. L'élimination, ça va principalement être au niveau des reins et les excrétions, donc c'est comment il est éliminé, simplement. Et la toxicologie, ça peut impacter tout le corps, et donc c'est comprendre les effets indésirables. Donc, ADMET, c'est le travail de cœur de Simulation Plus. Ici, on va s'intéresser en fait à prédire une propriété ADMET de médicaments. Donc simplement, pourquoi est-ce qu'on cherche à prédire ces propriétés ADMET de médicaments? Parce qu'être capable de les prédire, ça peut être un gain vraiment énorme en termes de temps et d'argent pour l'industrie pharmaceutique. Une analogie simple serait que si un ingénieur veut développer une aile d'avion, s'il a accès par des simulations aux coefficients aérodynamiques, avant même d'avoir construit des centaines d'ailes et de les tester en soufflerie, ça ira beaucoup plus vite et ça coûtera beaucoup moins d'argent. Mais là, c'est exactement pareil pour les médicaments. On veut connaître leurs propriétés sur le corps humain avant d'avoir créé plusieurs structures différentes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est un domaine qui s'appelle la chimio-informatique prédictive, qui consiste, à partir de la structure de molécules, à prédire l'impact que ça aura sur un organisme vivant. Donc, on peut utiliser plusieurs techniques, mais principalement, ça va être donc des modèles mathématiques, donc que ce soit de l'IA, donc ce qui aujourd'hui va nous intéresser, ou d'autres domaines, puisque c'est un domaine quand même assez vieux. D'autres techniques, pardon. Donc, exactement, au final, c'est assez simple. On a une molécule, donc un nombre de liaisons, des atomes qui le composent, un poids. On va résumer toutes ces informations sous forme d'un vecteur, qui va être en fait un descripteur moléculaire. Et à partir de ce vecteur, on va mesurer une propriété, ADMET ici, et on a une entrée, une sortie, on peut faire de la prédiction. Donc pour ce challenge, exactement, on a un jeu de données d'entraînement d'environ 1000 médicaments, enfin 1000 composés chimiques, et un jeu de test de 300 composés chimiques. Les descripteurs moléculaires qu'on vous propose auront 300, sont de taille 300, donc on a 300 variables pour faire la prédiction. Et toutes ces données sont normalisées avec toutes les informations nécessaires, mais ça va être décrit sur le site lorsque vous inscrivez au challenge. Donc à partir de ce jeu de données, on va essayer de prédire cette propriété Y, cette ADMET. Depuis le début, en fait, je n'ai pas précisé exactement lequel c'est, parce que dans ce challenge, c'est caché de la même manière que la description de la molécule sera cachée. Alors, pourquoi Robert, en fait, pour éviter qu'il y ait de la triche, si jamais certains d'entre vous voulaient s'amuser à répliquer les expériences dans un laboratoire et à mesurer des propriétés de molécules, si jamais vous avez l'occasion. Bon, bref, tout est caché. Donc, simplement, vous verrez 300 variables qui prédisent une autre variable, mais sachez que derrière, il y a une activité sur un corps vivant. Donc, ici, le corps du problème va être de faire une régression. Donc, on cherche à prédire une valeur. Voilà, on cherche à faire une régression multivariable. Le benchmark utilisé est de type mean square error. Et de mémoire, on est sur du 0,04 en erreur. Il y a déjà eu quelques submissions qui commençaient à battre, qui étaient à 0,03. On verra si peut-être des gens arrivent à descendre beaucoup plus bas. Et donc pour conclure, par rapport à ce challenge, pour moi, même si on peut avoir l'impression qu'il est assez simple, c'est une régression multivariable avec 300 variables et environ 1000 échantillons, il a un vrai intérêt, d'une part parce que, on va dire, il est simple, donc il permet d'utiliser des méthodes assez classiques et de les comparer avec des méthodes qui vont être plus complexes, de voir l'intérêt des unes par rapport aux autres, lesquelles arrivent à battre les autres. Et malgré qu'il ait l'air simple, pour avoir bêta-testé et avoir eu accès au jeu de données test,
il y a facilement des problèmes, on va dire, de surentraînement, overfitting, qui fait que les modèles, on va vraiment devoir travailler sur la robustesse des modèles si on veut être sûr que les performances qu'on a en entraînement seront les mêmes qu'on aura sur les données tests auxquelles vous n'avez pas accès. Et il y a aussi tout un travail, je pense, sur lequel il faut s'attarder, qui est lié à l'interprétation donc, de ces descripteurs moléculaires, puisqu'il y en a, comprendre lesquels sont du bruit et lesquels ont un réel intérêt pour le problème. Voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet, je propose vous pourrez contacter Robert Frasewitz. Et merci de m'avoir écouté. Questions? Non? Ah oui? C'est un type d'élément chimique spécifique? Un type de maladie spécifique? Je ne sais pas du tout et je ne pense pas que ce soit précisé dans le challenge. Simplement des médicaments. Et on cherche à prédire une des propriétés admettes du médicament à partir de sa structure. Donc ça peut être autant sa toxicité que son élimination ou autre. Mais on ne sait pas. Ok, merci. Je vais préciser au passage que parmi ces sociétés, il y en a une en bas, c'est Lixoft, qui est en l'occurrence une société française, qui a été fondée par un ancien étudiant, Jérôme Khalifa. Donc voilà, c'est un très beau challenge avec des applications qui, évidemment, sont assez motivantes. Le challenge suivant donc, est proposé par Kili Technologies. Et donc là, c'est Maxime Duval qui va faire la présentation. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, donc je vais vous présenter le challenge proposé par Kili Technologies pour la première année, qui s'intitule Data Centric Movie Reviews Sentiment Classification. Et donc, dans ce challenge, par rapport aux autres challenges, la donnée sous-jacente sera moins intéressante. Ce sera des données de revue de films. Mais, et je vais l'expliquer pourquoi on fait ce challenge, il y aura une grosse différence par rapport à tous les autres challenges qui ont été présentés jusque-là. C'est que dans ce challenge, vous devrez travailler non pas sur la modélisation du problème à partir de données fixes, mais à améliorer le dataset qu'on vous fournit pour obtenir la meilleure performance à modèle fixe. Et on verra pourquoi c'est intéressant. Donc, un peu de contexte et pourquoi est-ce que Kili Technologies existe. Donc, on a 3 ans d'existence, on est une start-up, on est maintenant une 60aine de personnes. Et on répond à la problématique. C'est revenu. Oui. Donc la problématique suivante qui est que ce qui marche dans le machine learning actuellement, c'est généralement c'est le machine learning supervisé. Et lorsque vous voulez travailler sur des données non structurées, donc de l'image, du texte, de la voix, etc., vous avez besoin d'un dataset avec des labels, forcément. Et ces labels, cette information qui a été mise par des agents humains, il faut l'avoir, il faut la créer parfois. Et même lorsque on utilise des modèles déjà entraînés et qu'on fait du fine-tuning ou de la self-supervision, il y a toujours besoin, in fine, d'avoir un peu de données annotées et propres. Et donc, meilleur, c'est-à-dire plus propre, plus divers et plus gros est le dataset, meilleur est le modèle à la fin. Et donc c'est pour ça que Kili Technologies propose à la base une solution d'annotation de données sur de la donnée non structurée pour générer ces labels. Et petit à petit, on va vers la gestion des données entraînées à l'échelle de l'organisation d'une entreprise. Et donc, vu que le dataset est clé et que de plus en plus d'entreprises comprennent que la clé, c'est pas seulement de travailler sur la modélisation, mais aussi d'itérer et de travailler sur le dataset utilisé pour les tâches prédictives,
On a voulu proposer ce challenge en tant qu'outil en amont de la chaîne de valeur de l'IA qui permet d'itérer sur le dataset. Donc on a voulu proposer ce challenge pour montrer à quel point les gisements possibles lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité d'un modèle en itérant sur la donnée et pas à modèle fixe. Donc je vais détailler un petit peu maintenant pour mettre vraiment, pour que ce soit bien clair pour tout le monde ce qui va se passer dans ce challenge. Donc je vais d'abord comparer avec un challenge classique. Dans un challenge classique, on vous donne les données d'entraînement et les données de test et vous aurez à travailler sur le modèle et avec ce modèle à prédire sur les données de test. Et donc dans le challenge tel qu'on vous le propose, vous avez en entrée, on vous propose un dataset, un premier dataset qui aura des problèmes. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est itérer sur ce dataset pour l'améliorer. Et en fait, nous, ce qu'on va faire derrière, ce qu'on a codé via une API que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'on entraîne, avec ces données que vous nous soumettez, on entraîne une architecture de modèle qu'on vous fournit, ce qui donne donc un modèle qui est ensuite utilisé pour faire des prédictions sur les données de test. Et ces données de test, elles sont cachées parce que sinon, vous pourriez prendre ces données de test comme entrée et comme training set, évidemment. Donc ensuite, la donnée sous-jacente qu'on a utilisée, on a voulu trouver une tâche qui soit relativement simple pour que vous-même, vous puissiez itérer rapidement pendant ce challenge en local. Donc en fait, c'est un dataset de revue de films. On a 10 000 exemples et on s'est amusé à un petit peu à trouver et à les bruiter, donc à trouver des données un peu bruitées, à les bruiter elles-mêmes. Donc ce sera pas tout à... Enfin, il y a un gisement de choses à faire sur ce dataset qu'on vous fournit. Et puis, en fait, vous pouvez soumettre un dataset jusqu'à 20 000 échantillons. Donc évidemment, parce que si vous pouviez en soumettre 1 million de données, le modèle serait meilleur. Donc il faut trouver les meilleures données parmi ces... Il faut optimiser en quelque sorte le dataset. Concernant le test set, pareil, c'est des revues de films. Évidemment, on ne dit pas d'où elles viennent. Et il y en a 10 000. Et le modèle, on vous fournit le modèle et le script d'entraînement qui vous permettra de travailler chez vous sur ce modèle pour voir les performances en créant éventuellement des données de validation à partir de votre dataset d'entraînement. Donc ce modèle, c'est Fast Text, qui a l'avantage d'avoir une performance pas trop mauvaise et d'être entraînable en une minute sur un seul CPU. Alors, les challenges de ce challenge, c'est en fait ce qu'on veut, c'est que vous voyez à quel point de travailler sur le dataset peut améliorer fortement la performance d'un modèle. Donc, à titre d'exemple, le benchmark, la solution benchmark, c'est de soumettre le dataset qu'on vous donne en entrée de 10 000 exemples bruités. Ce dataset obtient un peu moins de 70% de précision. Donc, la précision, c'est le score qu'on utilise in fine. Et a priori, c'est faisable d'atteindre 80% en sourçant de nouvelles données. Après, on ne sait pas à quel point on peut aller plus haut que 80% en optimisant le dataset. Et donc ici, je liste quelques idées d'amélioration du dataset. Donc sourcer de la nouvelle donnée, améliorer donc les tokens en NLP pour qu'ils soient meilleurs, enlever les erreurs d'orthographe, enlever les erreurs de labels qui ont pu se glisser dans le dataset, et même améliorer les textes et faire de l'engineering directement sur le dataset, sur le label. Peut-être que la distribution des labels est pas très très bonne. Il y a plein de choses et on sera très curieux de voir ce que vous aurez pu trouver comme idée pour améliorer le dataset. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cette adresse indiquée là. S'il y a des questions. Oui.
En fait, la target, c'est les prédictions, enfin le Y-test, la catégorie prédite par... non, la catégorie des textes des données de test. Donc c'est positif ou négatif, c'est une classification binaire. Pas d'autres questions? Non. Merci. Merci. Donc oui, c'est un challenge qui est vraiment intéressant parce que cette perspective de data centric, c'est-à-dire d'améliorer les données, c'est quelque chose, comme il a été dit, qui se développe de plus en plus. Donc c'est une expérience de faire ce challenge dans la mesure où c'est pas un problème de superviser classique. Alors, le challenge suivant est proposé par Veolia. C'est un challenge plutôt de série temporelle et qui sera présenté par Yannick Deleuze et Anne-Sophie Guibert. Je ne sais pas si Anne-Sophie Guibert est présente aussi. Donc, c'est un problème de prédiction de concentration, je vous en prie, de composés chimiques dans l'atmosphère. Merci, bonjour à tous. Merci encore aux organisateurs. Nous, on a beaucoup appris en travaillant sur le challenge. Alors, je vais présenter le sujet proposé par Veolia. Donc, Anne-Sophie, je suis désolé, elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, sur la thématique des odeurs, la qualité de l'air. Je vais commencer par présenter Veolia. Donc, c'est plutôt un grand groupe. Veolia, c'est un groupe qui est spécialisé dans la gestion optimisée des ressources. C'est un groupe qui est assez ancien, qui a plus de 100 ans. Et vous imaginez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique pour remplir ses missions. Donc, c'est 180 000 personnes dans le monde, dans plus de 50 pays. Et donc, on partage une ambition, en fait, c'est de ressourcer le monde. C'est ce que vous verrez sur le marketing. Et ressourcer le monde, ça veut dire réduire l'impact environnemental dans 3 domaines qui sont nos 3 métiers, l'eau, les déchets et l'énergie. Donc, par exemple, on travaille sur toutes les étapes du cycle de l'eau, donc la production, la distribution, la collecte, le recyclage. Donc, on distribue à peu près de l'eau potable pour 100 millions de personnes dans le monde et on des services d'assainissement pour à peu près 60 millions de personnes dans le monde. Dans les déchets, un exemple, c'est à peu près 50 millions de tonnes de déchets qui sont traités jusqu'à leur valorisation en énergie ou en matière. Dans l'énergie, on gère des réseaux d'eau chaude, des réseaux de refroidissement dans à peu près 500 villes dans le monde. Et donc Anne-Sophie et moi, on fait partie donc, du département d'expertise scientifique et technologique. Donc, c'est un département d'R&D pour le groupe. Donc, son ambition, c'est de mettre toutes ces expertises au service de la stratégie du groupe. Je vous ai remis tout ça par écrit pour le... Et donc là, le sujet, en fait, va tourner autour de la qualité de l'air, donc qui est un enjeu de santé publique. Donc la qualité de l'air va dépendre de la concentration de polluants dans l'air, des polluants qui sont liés à différents secteurs, l'industrie, l'agriculture, des services, les transports. Et donc un enjeu clé pour Veolia, ça va être de fournir des solutions technologiques, mais aussi objectives, sur la gestion des nuisances olfactives autour des sites industriels qu'on opère. Donc c'est vraiment un enjeu qui est multifacette parce qu'en fait, il y a la performance du traitement, du processus industriel, mais il y a aussi garantir la sécurité des employés, garantir la qualité de vie des riverains autour du site, respecter de la réglementation, réduire un impact environnemental et puis surtout réduire ces nuisances olfactives. Là, dans le challenge, on va s'intéresser à une molécule, donc le dioxyde de soufre. C'est un gaz qui est incolore, qui est très toxique et qui a une mauvaise odeur âcre. Et donc,
Et donc la prédiction en fait, de cette concentration va pouvoir grandement améliorer le processus. On va pouvoir agir dessus en amont, on va pouvoir prévenir les riverains, on va pouvoir avoir plusieurs actions. Ce n'est pas des travaux qui sont récents, vous trouverez de la bibliographie, il y a des décennies de travaux de recherche dessus, avec des technologies qui sont disponibles, mais qui sont plutôt basées sur des modèles physiques, traditionnels ou statistiques. Et donc là, vraiment, avec Anne-Sophie, on porte ce projet parce qu'on est persuadé qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles approches de l'analyse de données. Il y a des choses à aller voir dans ce domaine-là qui ne sont pas utilisées encore. Donc un enjeu clé pour le groupe qui fait face aussi à des évolutions de la réglementation. Les modèles anciens, il y a des nouvelles réglementations tous les ans. Et donc là, le défi qu'on propose, en fait, ça va être de prédire la concentration de ce polluant, de dioxyde de soufre, sur un site. Donc par exemple, un site de traitement des eaux qui va émettre du dioxyde de soufre, autour duquel on va placer un réseau de capteurs. Donc ça va être un problème supervisé. Donc c'est de la prédiction de séries spatio-temporelles. On va avoir des observations à différents points de l'espace. Et donc pour ça, on va connaître les 12 heures à prévenir. Donc dans le dataset, vous aurez les 12 prochaines heures à prédire à partir des 48 heures d'observation. Donc différents points de mesure de concentration autour du site, mais également la météo. Donc la météo, elle joue, vous imaginez l'intuition qui est derrière, c'est le déplacement des masses d'air. Donc le vent, par exemple, c'est facile à s'imaginer que le polluant est dispersé dans l'air avec les mouvements du vent, mais vous aurez aussi la pression, la température, donc tous les effets météo sur les déplacements des flux d'air. Et puis aussi des informations sur l'occupation des sols, qui est un indicateur de combien le polluant peut se disperser. Donc l'image, l'intuition derrière, c'est un polluant ne se disperse pas de la même manière dans une ville, dans un quartier central d'une ville, dans un quartier industriel, dans un quartier portuaire, dans une forêt, sur des champs. Donc ça, c'est des informations qui sont mises dans le dataset. Donc le dataset, c'est les concentrations de CO2 à différents endroits. C'est vraiment des séries temporelles, mais mesurées à différents endroits assez loin, on parle de kilomètres. La température de surface, la direction du vent, sa vitesse, l'humidité, la pression, les précipitations. Vous pouvez imaginer aussi des phénomènes de... En fait, les pluies vont laver l'air et donc apporter les polluants sur le sol. Les classes d'occupation des sols. Et il y a d'autres conditions météo qu'on vous a fournies, qu'on n'utilise pas aujourd'hui, qu'on a mis dans le dataset. Et donc, le dataset représente une année de mesure. Alors, c'est plus qu'en fait ce qu'on utilise quand on va opérer un site, quand on s'installe dessus. Il y a rarement autant de données. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Donc nous, on a rarement accès à autant de données. Donc on se tourne souvent sur des modèles physiques d'équations pour ces problèmes-là. Donc encore une fois, la mission, ça va être de prédire les 12 prochaines heures de concentration de SO2 à partir des 48 heures précédentes. L'idée, vraiment, derrière, c'est de prévenir. Prévenir quoi ? Les riverains. Si déjà on peut prédire les nuisances olfactives, on peut déjà envoyer un message. Attention, il va y avoir un pic odorant gênant. Mais aussi prévenir dans le sens, on peut prendre des actions sur le processus industriel. On peut peut-être couper quelque chose, modifier le processus industriel pour justement ne pas avoir le pic odorant. Donc vous, votre mission, donc c'est ces prochaines 12 heures. On va prendre comme métrique en fait la moyenne quadratique, l'erreur moyenne quadratique. L'idée un petit peu derrière, c'est que plus l'écart est grand entre la prédiction et l'observation, plus on va la pénaliser. Donc rater un pic odorant, ça va être très pénalisant. On veut vraiment pouvoir les trouver. On a proposé en benchmark un réseau de neurones basé d'un type LSTM, donc assez classique dans les séries temporelles, mais vraiment
quelque chose qui nous intéresse, c'est prendre en compte l'espace, en fait, quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans les modèles classiques LSTM, et avoir ces données, on connaît leur position GPS, et comment les corréler avec les mouvements du vent, les masses des flux d'air. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans les données qui n'est pas utilisé. Donc on espère que ça peut être un sujet qui va vous inspirer, qui a un enjeu de santé publique, un enjeu pour nous dans le groupe sur la thématique de la qualité de l'air extérieur. Et donc, avec plaisir, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Et je vous remercie. Alors, question, oui. Là, on s'intéresse à un seul site web pour ce challenge. Alors les CEV, c'est pas un gaz, c'est plein de gaz. C'est une famille de gaz en fait odorants. Donc en fait, ça inclut une grande famille que je connais pas. Je suis pas spécialiste des gaz, mais effectivement, ouais, c'est une grande famille de. Voilà, c'est tous les composés, mais il y a la famille est très très grande, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, le challenge suivant va être présenté donc par Louis Boulanger. Ce challenge, il vient de l'Institut Louis Bachelier, qui par ailleurs devient le partenaire maintenant de l'ENS et du Collège de France pour organiser ces challenges. Donc, je les remercie beaucoup. Et Louis est donc directeur du Data Lab et propose un challenge sur prédiction de l'immobilier. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous, Louis Boulanger, responsable du Data Lab de l'Institut Louis Bachelier. Je vais vous présenter le challenge. Un mot rapide pour dire que ce challenge a été aussi organisé avec des chercheurs de Sciences Po, donc d'un laboratoire en immobilier, et qui travaillent aussi pour la Banque de France. Ils sont aussi économistes pour la Banque de France. Et donc, l'idée, c'est de prédire des prix de l'immobilier, donc une tâche assez usuelle dans ce domaine. Le point très différenciant, c'est l'utilisation d'images. Alors pourquoi l'Institut Bachelier lance ça? Je vous fais très court. L'Institut Bachelier, c'est un réseau de recherche partenarial en économie et finance. Donc une des thématiques qui est traitée, c'est l'immobilier. Donc on a un réseau de recherche, donc on a un réseau dans le réseau, un réseau de recherche sur l'immobilier qui s'appelle Refine, qui a vocation à faciliter l'accès des chercheurs aux données du marché immobilier. Et pour information, on est en train de travailler sur un projet Alter Property Data avec le FMI, l'OCDE, etc. pour créer un point central d'accès aux données immobilières du monde entier, notamment données alternatives, donc qui peuvent être web scrappées, des données satellites, etc. Le pricing de biens immobiliers. La technique usuelle, alors technique c'est un groupe d'approches plutôt, mais ce qu'on appelle la méthode hédonique repose sur une hypothèse principale qui est que le prix d'un bien, oui, on entend bien. Le prix d'un bien correspond fortement, est fortement lié à ses caractéristiques. Donc ça paraît évident. La liste des caractéristiques auxquelles on pense rapidement, donc la surface, le lieu, le nombre de pièces, etc. Et ces données sont souvent observables dans les bases de données disponibles. Donc en France, c'est notamment la base bien des notaires. Et il y a d'autres caractéristiques qui vont entrer en jeu et qui vont impacter le prix, qui sont souvent non observables. Donc on pense à la luminosité, au confort, enfin, caractéristiques du bien qu'on ne peut pas forcément retrouver via les bases de données visuelles. Donc ça constitue les facteurs qui vont construire le prix. Ce type d'approche a pas mal d'avantages, notamment la comparabilité des biens. Si on a des approches linéaires, on peut estimer l'apport d'une caractéristique spécifique dans la construction du prix. Et ces approches-là ont déjà des performances relativement bonnes,
On a mis un chiffre que je ne vais pas plus commenter que ça. Et là, l'idée, c'est de voir, est-ce que si on ajoute des images, on arrive à améliorer ses performances, donc à aller au-delà des approches hédoniques usuelles. Donc pour illustrer ça, on vous a pris deux images de biens qui sont à peu près dans la même zone, au même étage, etc. Et la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous metteriez, a priori, juste au vu de ces deux images, le même prix à ces deux biens? Je suppose qu'une grande partie d'entre vous dira non, puisqu'à gauche, je suppose qu'on pense que c'est un peu mieux, bon éclairage, une bonne vue, et un confort un peu plus important. Le dataset, 50 000 offres immobilières qu'on a divisées en 40 000 pour le données d'entraînement et 10 000 pour le test. Et pour chaque offre immobilière, on a au moins une image. Donc ça fait qu'au total, on a 300 000 images, donc il y en a à peu près 240 000 pour le jeu d'entraînement. Petite information qui ne va pas vous impacter pour la modélisation, mais ce sont des offres immobilières. C'est-à-dire que les prix qui vont être liés sont des prix de l'offre, ce n'est pas des prix de transaction. Donc on s'attend à ce que ces prix-là soient un peu plus hauts que les prix de transaction réels en moyenne. Mais comme le dataset est que sur ce type de données, ce n'est pas gênant. C'est assez innovant le fait de travailler sur l'offre. Comme je vous disais tout à l'heure, les chercheurs se concentrent plutôt sur les données de transaction parce qu'il y a seulement ces données qui étaient accessibles pour la recherche. Donc travailler sur les données de l'offre, ça commence à se faire depuis une année ou deux à peu près. Autre point, travailler sur les images, ça c'est hyper innovant. Il y a quelques travaux qui ont été faits, notamment un qui était plutôt sur les images de Google Street View pour essayer d'estimer aussi des biens mais de transactions. Mais sinon, il y a très peu de travaux qui ont été menés sur ce sujet. Et donc le challenge qu'on vous propose, donc c'est une combinaison de données tabulaires où on a à peu près 27 variables dont un identifiant, donc 26 variables utiles. On va retrouver des descriptions de l'actif, donc le type de bien, la taille, etc. La localisation, donc on a dû bruiter un peu, je vais vous montrer juste après, pour anonymiser les données, le lieu, le code postal, etc. Et bon, le nombre de photos attachées, mais c'est pas très utile. Et après, vous aurez en lien avec chaque bien des images, donc au moins une image par bien. Et ça va de 1 à 6 images. Donc ça, c'est une des complexités du challenge, c'est que le nombre d'images ne va pas être le même pour chaque bien. Et donc, on vous demande de retrouver le prix associé à ce bien immobilier. Donc là, un exemple rapide de bien. Donc on a un bien qui est une maison, vous avez la latitude, longitude. Vous voyez qu'il y a des données manquantes. Donc le dataset n'est pas hyper clean. Alors là, l'étage est manquant, mais c'est une maison, donc c'est normal. Et après, vous avez pas mal de caractéristiques qui indiquent la présence ou non de certaines caractéristiques. Et vous voyez les photos attachées. Et donc, un des points que je voulais mettre en avant ici, c'est que on vous dit ici qu'il n'y a pas de terrasse. Vous voyez sur l'image que, a priori, il y a une terrasse. C'est-à-dire que l'image peut aussi permettre de retravailler les données tabulaires. Et donc, on en vient à la métrique et au benchmark. Donc, la métrique, c'est la MAPE, Mean Percentage Absolute Error. C'est-à-dire qu'on cherche à prédire le prix du bien plus ou moins X%, enfin, plutôt l'ordre de grandeur que la valeur en tant que telle. Le benchmark, donc c'est un XGBoost qu'on a cross-validé avec un peu de pré-processing. Et la partie travail sur les images, on en a fait un petit peu, mais on n'est pas allé très loin non plus. Je vous ai mis comment on a préparé les données, juste si vous cherchez à répliquer notre approche, c'est assez basique. Pour l'image, voilà, on s'est concentré sur l'analyse de quelques paramètres, les couleurs, les niveaux de gris, et un petit peu de détection de contours, mais sans aller très loin. Et donc, les idées qu'on a à partir de ces images, mais on est complètement ouvert, on se dit qu'il y a de l'information à aller chercher qui devrait permettre d'améliorer le modèle en cherchant justement l'ensoleillement et le niveau de confort.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, même si ce n'est pas forcément mesuré. D'autres petites choses sur la qualité des images, le style intérieur qui peut jouer aussi, le type de sol, et après sur la partie de détection d'objets, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, comme je disais, soit pour corriger un petit peu les données tabulaires, soit pour les enrichir. Il y a plein de choses à faire, comme dans un des challenges précédents. Donc on a l'objectif d'optimiser cette métrique, et c'est vrai que si on arrive à garder de l'explicabilité, c'est top, parce que c'est vrai qu'un des objectifs est aussi de comprendre qu'est-ce qui permet d'aller plus loin dans la précision de l'estimation du prix des biens. Voilà, et donc à vous de jouer à partir des images, et merci à vous. Oui. Oui, c'est possible. Alors là, on est complètement ouvert sur l'ajout d'informations externes. Oui. Est-ce que dans votre benchmark, vous avez réussi à améliorer la prédiction de prix sans images avec les images? Un tout petit peu. Est-ce que c'est significatif? C'est pas sûr. Donc c'est pas encore absolument clair. Non, c'est pas clair. Parce que C'est pas clair. Les chercheurs avec qui on a travaillé se disent que ça devrait être améliorable. Il n'y a pas trop de débat. Oui. Nous, avec la façon dont on l'a préparé, on a amélioré un petit peu. On n'a pas eu le temps de tester vraiment pour voir si l'incrément de performance était statistiquement significatif. Donc c'est un beau sujet de recherche. Complètement. Oui. Oui, si, complètement. Mais ça, ce sera vrai. Enfin, on dit autrement, on n'atteindra jamais 100% de performance. Ça, on le sait. Comme on est sur des données de l'offre, c'est pour ça aussi que je l'ai mentionné, il y aura des biais. On n'a pas forcément l'information, mais par exemple, si c'est une agence qui poste l'offre, il y a peut-être des agences qui auront tendance à surestimer. Un bien A posté par Sotheby's aura peut-être plus 10% sur son prix de l'offre par rapport à une autre agence. Donc oui, il y aura de l'hétérogénéité. Oui, une dernière question. Dans le benchmark, est-ce que vous avez fait ça avec un seul modèle à partir des études de données ou avec deux modèles différents et vous avez Non, là on a fait un XGBoost cross-validé sur les features qu'on a présentées avec la méthode de préparation. Ok, ben merci Merci beaucoup. Merci. Et donc la dernière présentation sera la présentation d'un challenge de CFM qui est l'un des mécènes de ces challenges sur la prédiction de données financières manquantes. Donc c'est un problème de série temporelle à nouveau, par Romain Picon et Éric Lebigot, qui sont tous deux chercheurs à CFM. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Romain et du coup je vais vous présenter le challenge que propose CFM cette année. Je vais remercier les organisateurs et les bêta-testeurs du challenge déjà en introduction. Le but du challenge, c'est de retrouver des données manquantes, des bid spread sur une catégorie de produits qu'on appelle des futurs. Alors CFM, ça veut dire Capital Fund Management, c'est un fonds d'investissement systématique quantitatif. C'est-à-dire que les décisions d'achat ou de vente sont prises par des modèles, par des algorithmes, avec un contrôle de risque, à la différence d'un fonds discrétionnaire où c'est un gestionnaire de fonds qui va prendre des décisions d'achat ou de vente, mais sur des critères de connaissance du marché, connaissance d'une entreprise. Voilà. Donc, ce challenge, en fait, il va utiliser les données que vous voyez à gauche, qui sont les données qu'on manipule quotidiennement, qui sont soit des données endogènes, c'est-à-dire des données de marché, ou des données un peu plus atypiques, qui vont être une connaissance qu'on peut avoir des entreprises, ou des données qu'on va appeler complètement alternatives, non structurées, qui seront du texte.
De mon côté, moi je travaille dans l'équipe data, donc c'est l'équipe qui va nourrir les modèles et les algorithmes avec ces données-là. Et les données du challenge, elles sont directement extraites de ces sources-là. Donc l'objectif, c'est de remplir des trous, de compléter des séries temporelles sur lesquelles il manque des données. Donc c'est des catégories de produits qu'on appelle des futurs. Donc là, vous voyez 2 exemples de séries temporelles. Et les bandes qui ont été tracées en vert, c'est les instants ou les périodes sur lesquelles vous devrez retrouver la donnée manquante. Donc c'est un problème de série temporelle, mais à la différence des problèmes classiques, vous avez le droit d'utiliser le futur, ce qui est assez rare en général. Là, on peut aller chercher des données dans le futur pour essayer de prédire ou de compléter ces trous. Il faut savoir que, bon, même là, si on est sur la donnée synthétique, c'est un problème qu'on a de manière quotidienne pour compléter un historique ou répondre et résoudre des outliers qu'on peut avoir sur un historique. Et ça nous permet, de manière générale, d'améliorer nos simulations. Donc, on est sur un problème assez classique qu'on va traiter au sein de notre équipe. Vous avez en gros 300 produits et une dizaine d'années d'historique avec 1 point par jour par produit. Alors, on parle de futur et de bid spread. Donc, pour comprendre un peu ce que c'est que le bid spread, tout à l'heure, on parlait d'offres et de demandes sur les marchés immobiliers. C'est exactement la même chose. Vous avez une action, un produit financier, d'un côté des acheteurs et de l'autre côté des vendeurs. Et là, on voit par exemple que les acheteurs sont prêts à mettre 8 $ et que côté vendeur, on reste à 11. Et donc, il y a un écart important qu'on appelle le bid-ask entre l'offre et la demande. Et au cours de la journée, en fonction des volontés et des ordres d'achat, cet écart, il va se déplacer. Là, vous voyez qu'il y a un acheteur qui est prêt à monter un petit peu, donc le bid-ask se réduit légèrement. Et au moment où vendeurs et acheteurs se rejoignent, donc là, ils sont rejoints à 10 $, on a une transaction qui s'effectue. Et à nouveau, l'écart peut se réduire ou augmenter dans la journée en fonction de l'offre et de la demande sur un produit donné. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une différence importante entre le bid et l'ask, ça va caractériser un marché sur lequel il y a peu d'échanges, peu de dynamique. Au contraire, si pendant la journée, cette donnée qui fluctue tout le temps est faible, l'écart est faible, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de dynamique sur le marché. Et pour nous, pour nos modèles, pour les paramétrer, c'est important de pouvoir prédire ou anticiper cet écart sur une journée, moyenner sur une journée. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un bid-ask, on peut parler de ce que c'est qu'un futur. Un contrat futur, c'est un engagement entre un acheteur et un vendeur d'acheter à un prix fixe dans le futur, à une date donnée, un asset. C'est un moyen de verrouiller un prix, il faut voir ça comme une assurance. Si par exemple, vous faites du commerce, vous êtes européen et vous faites du commerce avec les USA, vous n'avez pas envie que votre revenu soit impacté par le cours euro-dollar. Donc vous allez acheter à long terme, à un prix fixe, de l'euro-dollar, et ça va vous permettre de limiter l'impact des fluctuations du cours euro-dollar. Même chose, si vous faites voler des avions, vous êtes Air France, vous allez être fortement impacté par le prix du kérosène. Et pour limiter cet impact, vous achetez des futurs à long terme sur le pétrole. Voilà, donc un produit futur, c'est défini par un prix sur le marché à une journée donnée, à une date d'échéance dans le futur. Et donc on a plusieurs échéances qu'on va appeler maturité et qui sont dans le dataset définies par un rang. Voilà, donc là, on va passer dans quelques exemples de données. Donc, vous allez avoir de manière assez classique 3 fichiers. Un fichier d'entraînement qui constitue les variables explicatives, un fichier d'entraînement avec la cible, le spread, que vous connaissez, et un fichier de test sur lequel on va vous demander de retrouver le spread manquant. Simplement, il est recommandé de concaténer les 3 fichiers pour restaurer en fait la chronologie. Et donc, ce que vous obtiendrez, c'est des séries temporelles sur lesquelles, par moment, vous avez des valeurs manquantes, et c'est ces valeurs qu'il conviendra de prédire. Quelques mots encore sur les données. Donc, un contrat futur, c'est défini par un identifiant de produit et une maturité.
La maturité 0, c'est la plus proche, c'est celle qui va arriver à échéance. Maturité 1, 2, 3, elles sont plus éloignées. Donc, en tout, vous avez 365 produits, et pour chacun de ces produits, une ligne par jour. Il y a une colonne qui s'appelle DT Close, qui correspond simplement à la journée. Donc, vous voyez là, par exemple, que pour le produit qui se termine par 72, vous avez 2 jours affichés pour le rang 0. Ensuite, un autre paramètre qui est important, c'est la date d'expiration. Ça vous dit à quel moment le produit va expirer. Et on sent bien que, proche des expirations, il va se passer des choses. Donc ça sera intéressant de jouer avec cette variable. Vous voyez aussi que systématiquement, elle est plus éloignée que la journée du jour. Donc là, on a une échéance pour le rang de liquidité 0 à 10 005. Voilà. Ensuite, vous avez des informations sur le prix de la journée, le prix le plus haut, le prix le plus faible, et quelques informations que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de retrouver donc, la valeur manquante. Une info qui vous dit si la donnée a été corrigée. À mon sens, ça ne sert à rien à part overfitter, mais on l'a laissé. Voilà. Vous pouvez afficher la donnée assez rapidement. Donc là, il y a un exemple qui vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et un benchmark qui est extrêmement simple, c'est d'interpoler. Ça donne déjà d'assez bons résultats. Et c'est naïf, mais ça fonctionne bien. Et ça sera probablement intéressant de préparer et d'utiliser ce benchmark pour essayer de comprendre un petit peu votre performance avant de la publier. Voilà, pour conclure, quelques recommandations. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils classiques de prédiction de time series en utilisant le futur. Là, pour une fois, on a le droit. On a laissé des produits sans trou sur lesquels vous pourrez facilement séparer entre test, validation et entraînement pour, en interne, sans publier, pouvoir vous entraîner. Et tout ce que vous avez à faire, c'est être imaginatif et essayer de comprendre ce que fait votre modèle. C'est important, on en a beaucoup parlé, mais il faut le répéter. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter bonne chance pour ce challenge 2022. Si vous avez des questions, merci. Alors, en pratique, l'interpolation linéaire, ça peut fonctionner très bien, mais sur les moments où la donnée manque, il peut y avoir des changements de régime. Et donc là, comme on a une série qui est multivariée, on va pouvoir utiliser d'autres paramètres pour essayer de retrouver les fluctuations. Donc oui, une interpolation linéaire, c'est une bonne approche, mais on a envie de faire mieux pour retrouver, si jamais dans notre écart, il y a une chute soudaine qui peut s'expliquer, on voudrait la retrouver. Il y a une autre question, 2 autres questions. Absolument, oui, oui. Une autre question. Oui, il y a d'autres questions là-bas. Eh ben, elle est pondérée par le volume échangé, absolument. Oui, oui. Enfin, c'est pas exactement ça, mais ça ressemble à ça. Voilà. Oui. C'est tout. Merci encore. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à tous les challenge providers. Donc, il y aura une deuxième série de présentations la semaine prochaine à la même heure et je voudrais vous remercier à nouveau.